pouvoir commencer avec la première conférence qui a été plébiscitée par les internautes, avec Aurélie Merlin qui va nous présenter « Les vermifuges sont-ils toujours aussi efficaces en 2023 ?» Venez devant, venez devant. Bonjour à tous. Merci surtout. C'est bon? Vous m'entendez? Ouais, nickel. Du coup, je vais commencer. C'est bon, tout le monde est arrivé. Alors, je vais commencer par un petit contexte rapide. Donc, comme vous savez, les équidés sont exposés à de nombreuses espèces de parasites digestifs et les plus importants. Parmi les plus importants, on retrouve les petits strongles. Donc, c'est les plus prévalents et ceux qu'on considère actuellement les plus pathogènes. Un petit rappel du cycle. Donc, les animaux vont s'infester en ingérant des larves infestantes sur les parcelles qui vont se développer à l'intérieur du tube digestif. Les larves vont se transformer en adultes. Pourtant, je parle aussi fort que je peux. Il faut peut-être plus proche de la bouche, peut-être. C'est juste le volume qui... Sur le menton. Ouais, ok, ça marche. Vous m'entendez mieux là? Mais il n'est pas en puissance max? Ouais, il n'est pas en... Il est qu'à une barre. C'est bon? Ouais, là ça paraît, c'est beaucoup plus fort. Ouais, c'est mieux. Ouais, il y a 3 barres maintenant. Merci. Donc, juste pour rappel du cycle, donc les animaux s'infestent en ingérant des larves infestantes sur les parcelles qui vont se développer à l'intérieur du tube digestif en adulte avec une phase d'enquistement-désenquistement dans la paroi du tube digestif. Donc les femelles vont excréter des œufs dans les crottins. Donc vous, dans les crottins, des fois, quand vous faites appel à votre vétérinaire, vous allez retrouver les œufs de petits strongles. Et parfois, vous pouvez également retrouver des larves L4 qui sont expulsées soit spontanément, soit suite à un traitement. Donc les œufs qui sont dans les crottins vont se développer en L2, L3. Et une fois qu'on arrive à la larve infestante, vu qu'elle est mobile, elle va se déplacer sur les parcelles dans l'herbe et être ingérée par l'animal. Donc on peut considérer que l'ensemble des équidés sont infestés dès lors qu'ils ont accès à une parcelle. Et la majorité du temps, ces parasites ne provoquent pas de signes cliniques, mais lors de cas de forte infestation, ces parasites peuvent causer des coliques, retard de croissance, etc. Et des fois, sur les animaux les plus sensibles, on peut avoir de la mortalité, surtout causée par la cytostomose larvaire. Donc c'est le désenquistement massif des larves qui sont... soit ça peut se produire suite à un vermifuge, soit au changement de climat, par exemple, à la sortie de l'hiver. Donc, pour lutter contre ces parasites, on a une enquête qu'on avait réalisée qui nous a montré que il y a 94% des détateurs qui vont utiliser des antiparasitaires. Et les molécules qui sont autorisées pour les équidés, donc on retrouve le fenbendazole avec le Panacur, qui est efficace contre les stades adultes, le Pyrantel avec le Strongide, qui est efficace également contre les stades adultes, l'ivermectine, également contre les stades adultes, et l'amoxidectine avec les Quest, c'est le seul qui est efficace contre les larves enquistées et contre les adultes. Donc c'est souvent celui-là qu'on recommande en fin de saison pour remettre les animaux à zéro durant l'hiver. Donc dans notre enquête, on a observé que la majorité des éleveurs traitaient entre 3 et 4 fois par an les jeunes animaux, et puis les adultes entre 2 et 3 fois par an. Donc on a quand même une fréquence assez importante. Il y a un autre point qu'on a vu dans notre enquête, c'est que souvent le poids n'était pas évalué pour estimer la dose à administrer à chaque équidé. Donc on avait souvent une sur- ou sous-évaluation du poids de l'animal. Donc qu'est-ce que cela peut engendrer de traiter fréquemment et de sur- ou sous-évaluer le poids? Donc déjà, lorsqu'on administre fréquemment des antiparasitaires, on va altérer la flore digestive des équidés. Également, lorsqu'on va administrer des antiparasitaires et surtout l'ivermectine, on va avoir un impact négatif sur la microfaune prairiale, donc par exemple les insectes coprophages dans les crottins. Et les résidus des antiparasitaires vont ruisseler dans les cours d'eau, et ils vont avoir également un impact négatif sur les espèces aquatiques et sur les prédateurs de tous ces organismes. Et également, plus on va traiter fréquemment, plus on va sélectionner de populations de parasites résistants aux vermifuges. Donc, comme vous savez, dans une population classique qui n'a pas encore été exposée à un antiparasitaire, on va avoir des parasites sensibles et des parasites résistants parce qu'ils ont subi une mutation aléatoire génétique. Et lorsqu'on va traiter, donc on va sélectionner seulement les parasites résistants. Et lorsqu'on a une parcelle plus ou moins saine, donc plus ou moins avec majoritaire de parasites sensibles, donc les parasites résistants vont être dilués. Donc on a peu de chances que notre animal se réinfeste avec des parasites résistants. Mais plus on traite, plus en fait sur notre parcelle, on va se retrouver avec des parasites résistants.
Et l'animal, au fur et à mesure, il va se réinfester avec une population résistante de vers. Donc, comment on évalue l'efficacité d'un vermifuge dans une structure? Donc, actuellement, c'est le test de réduction d'excrétion fécale 2 de Strong, c'est celui qui est le seul disponible et validé par l'Association mondiale de parasitologie. Donc, comment il se produit? Donc, on recrute un lot d'équidés excréteurs. On sait qu'il est déjà excréteur parce qu'on a déjà fait une coproscopie. Et on fait un prélèvement de crottin sur tous les individus, comme ça on peut compter les œufs avant traitement. Ensuite, on estime bien la dose en pesant les animaux ou en faisant un ruban. Et 14 jours plus tard, on refait un prélèvement de crottin et on compare le nombre d'œufs avant et on compare d'œufs après traitement. Et comment on compare ces œufs, ces deux chiffres? Donc, on va mettre tous les comptages avant et après traitement dans un petit modèle mathématique et qui va nous estimer un pourcentage moyen de réduction d'excrétion fécale de notre lot. Et ce qui est important, c'est qu'il va nous calculer un intervalle de confiance à 90% avec une borne inférieure et une borne supérieure. Et c'est cette borne supérieure qu'on va regarder pour regarder si notre vermifuge a été efficace ou pas. Et on va le comparer en fait à des seuils qui ont été définis dans la littérature. Donc par exemple pour le fermentazole, il faut que du coup notre borne soit supérieure à un seuil d'efficacité de 99%. Pour le pyrantel, c'est 98%. Et pour l'ivermectine et l'amoxidactine, 99,9%. Donc là, par exemple, dans ces cas-là, à chaque fois, la borne était inférieure, donc on pouvait conclure qu'il y avait résistance. Donc pour vous aider à faire ça, en fait, il y a une interface en ligne qui est gratuite, donc c'est fecrt.com, donc tout le monde peut l'utiliser. Donc juste là, je vous ai mis à quoi ça ressemble un petit peu. On peut charger nos résultats de copro avant et après traitement. On peut choisir du coup le vermifuge qui a été administré. On peut aussi également, même pour les parascaris, ça fonctionne. Et ensuite, on met également la sensibilité de notre test de copro et on a le résultat qui sort avec un joli rapport qui est facilement téléchargeable. Donc, où on en est aujourd'hui de l'efficacité des vermifuges? Donc, dans la littérature, donc, il y a des études qui ont été faites entre 2012 et 2017 qui ont déjà montré la présence de résistance au fermentazole dans l'ensemble de ces études, au pyrantel dans 2 sur 3, et à l'époque, il n'y avait pas été montré de résistance au lactone macrocyclique, donc à l'ivermectine et à l'amoxidactine. Donc, depuis, il n'y avait pas eu d'études qui avaient été réalisées. Donc, dans ce contexte-là, donc on a voulu évaluer l'efficacité actuelle des anthelmintiques pour lutter contre les strongs digestifs des équidés. Donc, pour cela, donc on a recruté des structures entre septembre 2022 et janvier 2024. Donc, comment on a recruté des structures? Donc, comme on avait besoin de l'eau minimum de 6 équidés où on savait qu'ils étaient excréteurs, qui n'avaient pâturé ensemble depuis au minimum 2 mois pour être sûr qu'ils étaient infestés par la même communauté de parasites, ou être sûr également qu'ils n'avaient pas reçu de vermifuge depuis au minimum 2 mois, et que les éleveurs voulaient bien ramasser les crottins avant et après traitement, et qui voulaient bien également évaluer le poids, soit avec un ruban, soit avec une pesée. Donc, tous les analyses, dès qu'on a récupéré des crottins, donc on a fait une coproscopie avec la méthode de McMaster modifiée, donc c'est sensibilité 15 OPG. Ce que nous, on a commencé à faire, c'est dès qu'on trouvait des œufs résistants, on les a mis en culture pour pouvoir ensuite récupérer les larves et commencer à faire une collection de larves résistantes pour plus tard pouvoir ensuite les analyser génétiquement. Donc actuellement, dans cette étude, on a recruté 31 structures, ce qui correspond à 40 kilos d'équidés, donc environ 500 équidés, donc répartis un petit peu partout en France. Même on a réussi à avoir une petite structure en Martinique. Donc dans ces différents lots, on a testé différents antiparasitaires, donc un peu de fermentazole, donc Padacure, Pyrantel, Strongide, et pour rappel, ivermectine équivalent, et par exemple, moxidectine et Quest. Donc pour ce qui concerne le bilan des tests de résistance au fermentazole, donc on a trouvé des résistances dans 86% de ces lots. Donc dans la littérature, dans les anciennes études, il y avait des résistances qui avaient été trouvées entre 92 et 100% des lots. Donc on est à peu près dans la même fourchette. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces résistances, on les a trouvées dans tous les types de structures, donc que ça soit dans des élevages, des centres équestres, de tous les types de groupes de races, également d'âge d'individus. Donc on voit bien que la résistance au fermentazole est vraiment répandue en France. Ce qui est également intéressant, c'est que dans notre enquête qu'on avait réalisée, on observe qu'en fait les détenteurs continuent d'utiliser fréquemment cet antiparasitaire. Par an, au minimum, entre 60 et 70% des détenteurs utilisent au minimum une fois cet antiparasitaire. Donc, ce
Donc je pense que ça continue également à sélectionner cette résistance. En ce qui concerne le Pirantel, donc on a trouvé de la résistance dans 30% des lots. Donc dans la littérature, dans les anciennes études, c'était entre 0 et 23%. Donc on observe une toute petite, en tout cas, augmentation de cette résistance. Là, la résistance, on l'a seulement trouvée dans des élevages, donc tout type d'élevage, mais on ne l'a pas trouvée dans des petites structures. Donc ça montre que cette résistance est répandue, mais moins que pour le ferment-d'azole. Et ce qui est intéressant de noter, c'est également le Pirantel, il est un peu moins utilisé que le ferment-d'azole. Donc est-ce que c'est une raison pour laquelle, en tout cas, on trouve cette résistance, mais qu'elle soit moins répandue que le ferment-d'azole? En ce qui concerne ensuite l'ivermectine, donc là, on a trouvé des résistances dans 15% des lots dans lesquels on a trouvé une résistance. Donc dans les anciennes études, comme je l'avais dit, dans le tableau, on n'en avait pas trouvé. Donc c'est pour la première fois en France qu'on met en évidence de la résistance à l'ivermectine. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est qu'en fait, ces 3 lots venaient d'une même structure. Donc c'était un gros élevage de chevaux de course en Normandie. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que cette particularité de cet élevage? Est-ce qu'il y a d'autres résistances à d'autres vermifuges dans cet élevage? Donc on a essayé de creuser un peu plus. Donc on a testé tous les vermifuges, à part la moxidectine qui fonctionne, on a testé plusieurs antiparasitaires, et ce qu'on a trouvé, ce que je vous ai rappelé, c'est qu'il y a les seuils, et dès que la borne supérieure est inférieure, il y a résistance. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à chaque fois, le point rouge se retrouve en dessous du seuil. Donc en fait, il y a résistance au ferment-d'azole, ivermectine et Pirantel. Et comme au début, on avait trouvé résistance ivermectine seulement dans 2 lots, on a voulu reconfirmer. Donc à la fin de l'année, en novembre-décembre 2023, on a retesté l'efficacité de l'ivermectine et on a retrouvé encore une résistance. Donc ça montre bien que dans cette structure, on a une triple résistance au ferment-d'azole, à l'ivermectine et au Pirantel. Donc on a ensuite, là c'était dans des lots de yearling, on a voulu quand même tester la moxidectine que j'ai pas mis. La moxidectine fonctionne dans cet élevage. Elle n'est pas utilisée chez les jeunes, mais en tout cas elle fonctionne. Donc pour l'instant c'est un peu la dernière molécule efficace vraiment à 100%. Même s'ils continuent à utiliser finalement ces molécules-là qui ne sont pas très efficaces. Qu'est-ce qui pourrait faire que les élevages de chevaux, en tout cas de course, sont plus sensibles et sont plus à risque que les autres? Donc, en fait, dans cette structure, ils vermifugent très fréquemment, c'est tous les mois. Donc, c'est vraiment une fréquence qui est vraiment très importante. Et également, dans les élevages de chevaux de course, il y a de nombreux déplacements, puisque souvent, il y a des élevages des animaux qui vont en Angleterre, en Irlande, et on sait très bien qu'il y a plein de cas de résistance à ces molécules qui ont été reportés. Donc c'est vraiment des populations à risque d'émergence et de propagation et d'introduction en fait, de parasites résistants dans leur élevage. Donc c'est vraiment une population à surveiller. En ce qui concerne la moxidectine, donc là, comme sur les 9 lots, on n'a pas trouvé de résistance. Donc ça, c'est vraiment, en tout cas, encourageant pour qu'il reste au moins une molécule qui soit encore efficace sur le terrain. Même si dans un lot de chevaux de trop, on a la limite de l'efficacité, mais en tout cas, on n'a pas encore trouvé de cas de résistance. Donc pour conclure, donc, un petit peu le bilan des différentes molécules. Donc pour le ferment-d'azole, avec le Panacur, on a vraiment une résistance qui est très répandue. Le Pirantel avec le Strongine, on a une résistance qui commence à apparaître, mais plutôt dans les grosses structures qui ont une fréquence de vermifugation qui est quand même très importante. Et pour l'ivermectine, on commence à avoir des cas un peu sporadiques, donc c'est vraiment quelque chose à suivre et à surveiller. Et la moxidectine, c'est pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser que cette molécule, surtout pas, mais en tout cas, c'est celle en tout cas qui continue d'être efficace. Donc il est vraiment important de rationaliser l'usage des vermifuges pour essayer de préserver le plus longtemps possible leur efficacité. Donc tout d'abord, bien sûr, dès qu'on veut faire, d'adapter son protocole avec son vétérinaire, et puis d'adapter en fonction de l'âge et des conduites de pâturage, pour essayer déjà de diminuer le niveau d'exposition des animaux avec ces parasites. Ensuite, dès qu'on veut déclencher un traitement, déjà de réaliser des analyses coproscopiques pour regarder le niveau d'infestation et pour traiter seulement les forts excréteurs. Et ensuite, dès qu'on veut déclencher un traitement, de peser les animaux pour vraiment éviter le sous-dosage. Et ce qui est idéal aussi, c'est de tester l'efficacité des vermifuges. Et surtout, dès qu'on réintroduit un animal, de l'isoler et de tester le vermifuge qu'on va utiliser sur lui pour vraiment éliminer tous les vers résistants et tout le risque d'introduire des vers résistants dans son élevage. Voilà, merci beaucoup.